Le jour de mon anniversaire de 18 ans, ma mère m'a tendu un sac poubelle contenant mes vêtements et a changé les serrures pendant que je regardais. Mon père a jeté mon téléphone dans la rue, le plan est annulé, débrouille-toi. Ma mère a conduit ma voiture chez le concessionnaire et l'a vendue, le titre de propriété était à mon nom de toute façon. Ma sœur a fait un signe de la main depuis la fenêtre de mon ancienne chambre, j'obtiens enfin l'espace que je méritais. Ils avaient même annulé mon assurance maladie à minuit. J'ai dormi dans une gare routière. 2 semaines plus tard, mon téléphone a explosé. 56 appels manqués. Mets tes vêtements dans le sac, Claire. Tu as 18 ans maintenant. Nous avons fini de te porter. C'était la première chose que ma mère m'a dite le jour de mon anniversaire de 18 ans avant même que j'aie soufflé les bougies. Mon nom est Claire Bennett, et je pensais que d'avoir 18 ans signifiait la liberté, un permis de conduire sans restriction, des candidatures pour l'université, peut-être un dîner avec des gens qui m'aimaient. Au lieu de cela, ma mère m'a tendu un sac poubelle noir comme si j'étais quelque chose que l'on nettoyait de la maison. Mon père se tenait derrière elle en tenant mon téléphone, ne disant pas un mot jusqu'à ce que je tende la main pour le prendre. Ensuite, il a marché jusqu'au trottoir et l'a jeté dans la rue assez fort pour fissurer l'écran sur l'asphalte. Les plans sont annulés, a-t-il dit. Débrouille-toi. Je n'ai même pas compris de quel plan il parlait jusqu'à ce que je voie ma mère reculer ma voiture de l'allée. La même voiture que j'avais payée à moitié avec des emplois d'été. La même voiture dont elle m'avait dit qu'elle était une propriété familiale parce que le titre était à son nom. Elle est partie avec pour la vendre pendant que je restais là avec un sac poubelle rempli de vêtements et aucune chaussure assortie. Ma sœur regardait depuis la fenêtre de ma chambre, souriant comme si elle venait de gagner un prix. J'obtiens enfin l'espace que je méritais, a-t-elle articulé à travers la vitre. Ensuite, les serrures ont cliqué derrière moi. À minuit, mon assurance maladie avait été annulée. Au lever du soleil, j'étais endormi, assise dans une gare routière, serrant ce sac poubelle comme si c'était la dernière preuve que j'avais jamais appartenu à un endroit. 2 semaines plus tard, le téléphone que j'avais à peine réussi à remplacer a explosé avec 56 appels manqués. Et cette fois, c'était eux qui suppliaient. Avant que je vous dise ce qui a fait paniquer ma mère et pourquoi ma famille a soudainement eu besoin de la fille qu'ils avaient jetée, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La première chose sur laquelle les gens se trompent quand on est mis à la porte, c'est qu'ils pensent que l'on devient immédiatement courageux. Ce n'est pas le cas. On devient pratique parce que la panique coûte cher. J'avais 17 $ en espèces, une carte de débit fissurée et un sac poubelle rempli de vêtements qui sentaient encore le gâteau d'anniversaire et la lessive. Mon téléphone était mort dans la rue derrière moi. Ma voiture avait disparu, et ma mère avait rendu le message clair. Je n'étais pas puni pour avoir fait quelque chose de mal. J'étais retiré parce que j'étais devenue gênante. Cette nuit-là, j'ai marché près de 3 miles jusqu'à la gare routière parce que c'était le seul endroit public ouvert assez tard où personne ne posait de questions si vous restiez assis tranquillement. J'ai rentré mes genoux sous le banc, j'ai tenu le sac poubelle contre ma poitrine et j'ai regardé les gens aller et venir avec des valises, des tasses de café et des vies normales. Chaque fois que les portes s'ouvraient, de l'air froid s'engouffrait. Et je me suis demandé si ma mère était déjà allée dans ma chambre. Je me suis demandé si ma sœur avait déjà traîné ses vêtements dans mon placard. Je me suis demandé si quelqu'un avait regardé mon gâteau d'anniversaire et avait ressenti ne serait-ce qu'une seconde de honte. Plus tard, j'ai découvert qu'il l'avait mangé sans moi. Le lendemain matin, j'ai vendu les seuls bijoux que j'avais, un petit bracelet en or que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. Je suis resté devant le prêteur sur gage pendant 10 minutes avec le bracelet dans mon poing, me souvenant de la façon dont elle avait l'habitude de dire, « Claire, les gens peuvent prendre des chambres, des voitures et de l'argent. Mais ne les laisse jamais te prendre ton nom. » Le bracelet m'a rapporté assez d'argent pour acheter un téléphone prépayé bon marché et des baskets de friperie. Quand j'ai récupéré mon ancien numéro, j'ai presque pleuré. Pas parce qu'il y avait des messages de ma famille. Il n'y en avait pas. Pas un seul. J'étais parti depuis plus d'1 jour et personne n'a demandé si j'étais en vie. La première personne que j'ai appelée était Ethan Miller, mon meilleur ami depuis la 2e année de lycée. La fierté a failli m'arrêter. Mais quand il a entendu ma voix, il n'a pas demandé pourquoi j'avais attendu. Il a juste dit, « Où es-tu » 20 minutes plus tard, il m'a trouvé devant la gare routière. Sa mère m'a laissé dormir sur le canapé convertible dans leur salon,
et la façon dont elle a placé une couverture supplémentaire à côté de moi m'a dit qu'elle savait que j'étais trop embarrassé pour demander quoi que ce soit. Le deuxième jour, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai postulé dans des épiceries, des stations-service, des entrepôts et une pharmacie. 3 endroits m'ont rejeté parce que je n'avais pas d'adresse stable. Un directeur a demandé pourquoi mon contact d'urgence était vide, et j'ai regardé le papier jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Finalement, une petite clinique de sauvetage pour animaux appelée Safarbor P m'a offert un quart de nuit pour nettoyer les chenils, vérifier les bols d'eau, enregistrer les heures de médicaments et aider les vétérinaires avec les chiens effrayés après les heures d'ouverture. Le salaire était bas, l'odeur était terrible et le travail laissait des égratignures sur mes bras. Mais la première nuit, un vieux bigle a pressé sa tête contre mon genou et a refusé de bouger jusqu'à ce que je m'assoie avec lui. Je le comprenais plus que je ne voulais l'admettre. Nous étions tous les deux abandonnés et essayions de ne pas avoir l'air d'avoir besoin de qui que ce soit. Ce travail m'a sauvé car il m'a donné une routine avant que mon esprit ne puisse s'effondrer. Je travaillais la nuit, je dormais chez Ethan le jour, et j'utilisais la bibliothèque publique pour chercher des bourses d'études, des logements d'urgence et des options d'assurance. Quand j'ai appelé la clinique où j'avais l'habitude d'obtenir des ordonnances, ils m'ont dit que ma couverture avait pris fin à minuit le jour de mon anniversaire, exactement comme ma mère l'avait prévu. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser que c'était émotionnel. C'était organisé. Ils n'avaient pas perdu patience. Ils s'étaient préparés. Le 6e jour, j'ai vérifié mon compte bancaire et j'ai vu 2 retraits en attente que je ne reconnaissais pas. Un d'un concessionnaire automobile, un d'une entreprise de stockage. La représentante de la banque m'a dit que ma mère était toujours listée comme cotitulaire du compte depuis l'époque où j'étais mineur. Elle peut légalement y accéder, a dit la femme doucement. Légalement. Ce mot m'a tordu l'estomac. Ma mère avait utilisé légalement comme un couteau. Légalement adulte. Légalement, pas leur problème. Légalement, sa voiture. Légalement son compte. Alors, j'ai ouvert un nouveau compte avec les $83 qui me restaient et j'ai commencé à tout écrire. Les dates, les heures, les captures d'écran, les noms, les appels, chaque détail que je pouvais collecter. Je ne savais pas encore ce que je construisais. Je savais seulement que lorsque les gens vous effacent, les preuves deviennent un moyen de prouver que vous existez. Le 10 jours, Ethan m'a conduite devant mon ancienne rue parce que j'avais besoin de voir si ma voiture avait vraiment disparu. C'était le cas. Dans l'allée se trouvait la bicyclette de ma sœur, un nouvel ensemble de patios et plusieurs sacs poubelles noirs sur le bord du trottoir. Mes sacs poubelles, pas seulement des vêtements cette fois, des trophées scolaires, des cahiers, des certificats encadrés, de vieilles photos, tout ce qui portait mon nom. Ma mère avait jeté mon enfance avant le ramassage des ordures. J'ai ouvert les sacs et j'ai trouvé la copie de mon acte de naissance, l'enveloppe de ma carte de sécurité sociale, les anciennes lettres de ma grand-mère et un dossier scellé que je n'avais jamais vu auparavant. Sur l'étiquette, avec l'écriture de ma grand-mère, il y avait 4 mots, le fonds pour l'avenir de Claire. Je ne l'ai pas ouvert là. Je l'ai ramené à la voiture, et Ethan a conduit en silence pendant que je tenais ce dossier contre ma poitrine. Cette nuit-là, alors que je nettoyais la salle de quarantaine à la clinique de sauvetage, mon nouveau téléphone a vibré. Numéro inconnu, puis un autre, puis un autre. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'un message texte apparaisse de ma mère. Nous devons parler maintenant. Pas, es-tu en sécurité? Pas, je suis désolé. Juste un ordre. Et pour la première fois depuis mon anniversaire, je ne me suis pas sentie petite. J'ai regardé le dossier dans mon sac à dos et j'ai pensé, que as-tu peur que j'ai trouvé? Ma mère a choisi un café à 3 villes de distance, ce qui m'a immédiatement dit 2 choses. Elle ne voulait pas que les voisins nous voient, et elle croyait toujours qu'elle contrôlait l'endroit où j'apparaissais. Je suis arrivé 15 minutes en avance, je me suis assise dos au mur, et j'ai posé mon téléphone prépayé face vers le bas sur la table avec l'enregistreur déjà en marche. Je n'essayais pas de piéger qui que ce soit. J'essayais de me protéger de la version de la conversation qu'elle inventerait plus tard. Elle est entrée en portant des lunettes de soleil même si le temps était nuageux, portant le même sac à main de marque qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que les gens croient qu'elle était calme. Derrière elle est venue mon père, Mark Bennett, la mâchoire serrée, les yeux balayant la pièce comme si je l'avais embarrassé en existant en public. Ma sœur, Madison, n'était pas là, mais ses empreintes digitales étaient partout sur cette affaire. Ma mère s'est assise sans m'étreindre.
Mon père ne s'est pas assis du tout. Il s'est tenu à côté de la table et a dit, « Tu as rendu cela très dramatique. » J'avais dormi dans une gare routière pendant qu'il mangeait mon gâteau d'anniversaire, mais apparemment j'étais celle qui était dramatique. Ma mère a croisé les mains et s'est penchée en avant. « Claire, nous avons besoin du dossier que tu as pris dans les poubelles. » Pas, où restes-tu? Pas, as-tu de la nourriture? Juste le dossier. Quel dossier, ai-je demandé. Ses lèvres se sont serrées. Ne joue pas à des jeux. Ta grand-mère a laissé des papiers qui ne te concernent pas encore. Il y avait mon nom dessus. Beaucoup de choses portent ton nom, a rétorqué mon père. Cela ne signifie pas que tu les comprends. C'est à ce moment-là que j'ai compris leur peur. Ils ne paniquaient pas parce que je leur manquais. Ils paniquaient parce que quelque chose qu'ils avaient caché n'était plus caché. Ma mère a baissé la voix. Ta grand-mère était sentimentale. Elle a mis de l'argent de côté pour toi, mais les familles ont des besoins. Madison a des opportunités. Elle a une vraie chance si nous la soutenons correctement. C'était ça. Pas des excuses, mais une confession enveloppée de favoritisme. Donc, mon expulsion d'anniversaire concernait Madison, ai-je demandé. Ma mère a soupiré comme si je l'épuisais. Tu as 18 ans. Madison a 16 ans. Elle a encore besoin de nous. J'ai ri une fois doucement. J'avais besoin de vous il y a 2 semaines. Mon père s'est assis alors seulement pour pointer du doigt à travers la table. Tu as toujours été difficile, Claire. Posant toujours des questions, agissant toujours comme si chaque décision nécessitait ton approbation. Parce que certaines décisions concernaient ma vie. Tu n'as pas encore de vie, a-t-il dit. Tu as du potentiel, et le potentiel ne paie pas les factures. J'ai senti cette phrase atterrir profondément, mais je n'ai pas tressailli. J'avais appris des chiens effrayés à la clinique que si vous montrez de la peur, certaines personnes pensent qu'elles ont la permission de frapper à nouveau. Ma mère a cherché dans son sac à main et a sorti un papier. Signe ceci et nous pourrons t'aider à t'installer. Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que c'est? Une décharge pourquoi? Elle a hésité une demi-seconde de trop pour la confiance. Cela nous donne juste l'autorité de gérer cela jusqu'à ce que les choses soient stables. J'ai regardé le document. Le langage juridique était dense, mais une phrase ressortait. Renonciation volontaire au droit de contestation du bénéficiaire. La voix de ma grand-mère a résonné dans ma tête. Ne les laisse jamais te prendre ton nom. J'ai repoussé le papier. Non. Le visage de ma mère a changé instantanément. La douce inquiétude a disparu et quelque chose de plus froid est apparu en dessous. Tu as dormi sur un banc de gare routière, a-t-elle dit. Ne prétends pas que tu es trop fier pour avoir besoin de nous. J'avais besoin de parents. Vous offrez un contrat. Mon père s'est penché en avant. Cet argent n'a jamais été destiné à te rendre égoïste. Ta grand-mère voulait aider la famille. Alors pourquoi a-t-elle écrit mon nom sur le dossier? Parce qu'elle savait que tu serais émotionnel. Ma mère a essayé un ton plus doux. Claire, ma chérie, la compte de l'école privée de Madison est du vendredi. Si tu rends cela compliqué, elle pourrait perdre sa place. Vous m'avez mise à la porte pour que ma sœur puisse avoir ma chambre, l'argent de ma voiture, mon accès bancaire, et maintenant mon fonds de placement. L'argent de ta voiture? Mon père s'est moqué. Cette voiture était au nom de ta mère parce que j'avais 17 ans quand nous l'avons achetée. Exactement, a-t-il dit. Tu étais une enfant. Les enfants ne possèdent pas de choses. Cette phrase a allumé une allumette à l'intérieur de moi. J'ai pensé à chaque double quart de travail que j'avais fait, à chaque enveloppe d'argent liquide que j'avais remise à ma mère parce qu'elle disait qu'il était plus sûr qu'elle le garde. Vous ne vouliez pas que je sois indépendante, ai-je dit lentement. Vous me vouliez les mains vides. Les yeux de ma mère se sont dirigés vers mon téléphone. Es-tu en train d'enregistrer ceci? J'ai pris le téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement devant eux. Oui. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Efface ça. Non, Claire. Non, ai-je répété. Et cette fois, ma voix n'a pas tremblé. Vous avez jeté mon téléphone dans la rue. Vous avez vendu ma voiture. Vous avez vidé mon compte. Vous avez annulé mon assurance à minuit. Vous avez essayé de me faire renoncer à mes droits sur l'argent que grand-mère m'a laissé.
J'ai fini d'avoir des conversations qui disparaissent après que vous les ayez réécrites. Les narines de ma mère se sont dilatées. Tu penses que tu es intelligente parce que tu as trouvé un seul dossier. Je me suis penché en avant. Non, je pense que vous avez peur parce que j'ai trouvé un seul dossier. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait pas de réponse immédiate. Elle a rassemblé son sac à main, s'est levée et a dit, « Tu fais une terrible erreur. » J'ai regardé la décharge non signée sur la table. Non, maman. Je pense que j'ai enfin arrêté de faire les vôtres. Je suis sorti avant qu'il ne puisse dire un autre mot, et à l'extérieur, mes genoux ont failli lâcher. Ethan était garé de l'autre côté de la rue, attendant comme il l'avait promis. Je suis monté dans sa voiture, j'ai rejoué l'enregistrement, et j'ai entendu la voix de ma mère dire les mots qui allaient tout changer. La compte de l'école privée de Madison et du vendredi. 2 semaines plus tôt, j'avais été une fille dont il pouvait se débarrasser. Maintenant, j'étais une preuve qu'il ne pouvait pas contrôler. Le dossier de ma grand-mère ne contenait pas d'argent liquide ou un simple relevé de fonds pour l'université. Il contenait des copies de documents juridiques, des notes manuscrites et le nom d'un administrateur que je n'avais jamais entendu dans ma maison, Monsieur Russell Carter. Au début, j'ai pensé qu'il n'était qu'un autre avocat du passé de ma grand-mère, quelqu'un à la retraite depuis longtemps ou impossible à joindre. Mais quand Ethan m'a aidé à chercher le nom à la bibliothèque, nous avons trouvé un petit bureau de succession au centre-ville avec des fenêtres en verre dépoli et un site web qui avait l'air vieux de 10 ans. Le lendemain matin, j'y suis entré en portant des baskets de friperie, un pull emprunté et le genre de peur qui vous fait vous asseoir très droite parce que vous ne voulez pas que quiconque sache que vous tremblez. Monsieur Russell Carter était à la fin de la soixantaine avec des cheveux argentés, des lunettes à monture métallique et une voix si calme qu'elle m'a donné envie de pleurer. Il ne m'a pas interrompu quand je lui ai tout raconté. Il m'a laissé parler de l'anniversaire, des serrures, du téléphone, de la voiture, de l'assurance, des retraits bancaires, du formulaire de décharge, de l'enregistrement. Quand j'ai eu fini, il a ouvert le dossier, a regardé l'écriture de ma grand-mère et est devenu très immobile. « Claire » a-t-il dit prudemment. « Votre grand-mère n'a pas laissé cela comme une suggestion. » J'ai agrippé le bord de la chaise. « Qu'est-ce que cela signifie » Il a tiré un dossier d'un classeur derrière lui. « Cela signifie que votre mère et votre père reçoivent des relevés de ce fonds de placement depuis des années. Ils ont été informés que les fonds étaient destinés à votre éducation, votre logement, vos besoins médicaux ou un soutien direct après votre anniversaire de 18 ans. Ils n'étaient pas autorisés à rediriger l'argent vers votre sœur. » Ma gorge s'est serrée. « Combien d'argent » Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Assez pour que vos parents aient une raison de paniquer. » Ensuite, il a expliqué la partie qui a fait basculer toute la pièce. Ma grand-mère avait construit le fonds après avoir remarqué des années auparavant à quel point j'étais traité différemment de Madison. Elle avait écrit une clause qui disait que si mes parents tentaient de me retirer de la maison, de me refuser un soutien de base, ou de me faire pression pour que je renonce à mes droits après avoir eu 18 ans, l'administrateur pourrait geler l'accès parental immédiatement et transférer la communication directement à moi. Elle avait su. Peut-être pas le jour exact, peut-être pas le sac poubelle, mais elle en avait su assez pour me laisser une porte quand mes propres parents verrouillaient la leur. Monsieur Carter a demandé l'enregistrement. Il a demandé des captures d'écran. Il a demandé des relevés bancaires. Il a demandé si j'avais des preuves des paiements de voitures que j'avais faits. J'en avais quelques-uns, pas tous. D'anciens messages textes, des notes de paiement, des photos d'enveloppes d'argent étiquetées voiture de Claire. Il a hoché la tête à chaque fois comme s'il construisait un mur brique par brique. Ensuite, il a posé des questions sur l'annulation de l'assurance maladie. Et quand je lui ai dit que c'était arrivé à minuit le jour de mon anniversaire, il a fermé les yeux pendant une seconde. Cela peut avoir de l'importance. Pourquoi ? Parce que votre grand-mère a spécifiquement alloué des fonds pour la continuité médicale. S'ils ont annulé la couverture pour forcer une pression financière et ont ensuite essayé d'obtenir votre signature sous la détresse, ce n'est pas un désaccord familial. C'est une preuve. Preuve. Il y avait ce mot à nouveau, mais maintenant cela ne ressemblait pas à un carnet de notes désespéré dans mon sac à dos. Cela ressemblait à du pouvoir. Monsieur Carter a passé 3 appels pendant que j'étais assise là. Lors du premier appel, il a ordonné à l'institution financière de geler toutes les tentatives de modification du fonds. Lors du deuxième, il a demandé un audit des décaissements liés à mon nom. Lors du troisième,
il a contacté quelqu'un au sujet des options de couverture de santé d'urgence pour moi. Au moment où il a raccroché, mon téléphone avait vibré 9 fois. Maman, papa, maman, inconnu. Papa, Madison, maman. Je n'ai pas répondu. Monsieur Carter a lu mon visage et a dit, il pourrait se rendre compte que l'accès a été restreint. Déjà? Les personnes qui ne font rien de mal appellent rarement aussi vite. Cette phrase est restée avec moi. Pendant des jours, j'avais pensé que la vengeance signifiait crier plus fort qu'eux. Je pensais que cela signifiait se présenter à la maison et les forcer à admettre qu'ils m'avaient blessé. Mais la vengeance, la vraie vengeance, était plus silencieuse. C'était un avocat appuyant sur gelé sur un compte qu'il pensait posséder. C'était une banque demandant des reçus. C'était ma mère découvrant que la fille qu'elle avait jetée à la rue était entrée dans le seul bureau qu'elle avait passé des années à éviter. Monsieur Carter m'a dit de ne plus les affronter seuls. Ils essaieront la culpabilité, la peur, les promesses et la colère, probablement dans cet ordre, a-t-il dit. Ne signez rien. Ne les rencontrez pas en privé. N'acceptez pas d'argent directement d'eux et n'effacez pas cet enregistrement. J'ai hoché la tête, mais une partie de moi se sentait toujours comme la petite fille qui voulait que sa mère appelle et dise qu'elle avait fait une erreur. Cette partie de moi est morte lentement au cours des 48 heures suivantes. Madison a envoyé un message texte en premier, tu ruines tout parce que tu es jalouse. Puis mon père, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Puis ma mère, appelle-moi avant que cela ne devienne permanent. Permanent. Drôle de mot de la part de quelqu'un qui avait changé les serrures pendant que je regardais. Cette nuit-là à la clinique de sauvetage pour animaux, j'aidais un vétérinaire à nettoyer une blessure sur un chien errant quand mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un courrier électronique de Monsieur Carter. Objet, inquiétude concernant l'audit préliminaire. Mes mains sont devenues froides avant de l'ouvrir. L'audit avait signalé de multiples tentatives de requête de mes parents, dont une étiquetée transfert d'éducation pour mineurs à charge, Madison Bennett, utilisant une référence de fonds connectée à moi. Il y avait aussi des notes sur un prêt relais proposé lié à la vente de notre maison familiale. J'ai lu le courrier électronique 2 fois, puis une 3 fois. Mes parents n'essayaient pas seulement de prendre mon avenir. Ils avaient déjà construit des plans par-dessus. L'acompte scolaire de Madison, la chambre améliorée, le nouvel ensemble de patio, la décision soudaine de vendre ma voiture. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. C'était de la budgétisation. Je suis allé dans la salle des chenilles et me suis assise à côté du vieux Bigle, celui qui me faisait confiance maintenant. Il a posé son menton sur ma chaussure, et pour la première fois depuis mon anniversaire, j'ai pleuré sans me sentir faible. Pas parce que j'étais impuissante, mais parce que j'ai finalement compris depuis combien de temps ils avaient compté sur moi, ne sachant rien. Le lendemain matin, Monsieur Carter a déposé des avis formels. L'accès de mes parents était gelé. Toute tentative de transfert nécessiterait un examen. Le fonds couvrirait un logement temporaire, les frais de candidature aux écoles, la couverture santé et le soutien juridique directement par des canaux approuvés. Pas un sou ne passerait par mes parents. À 11h17 du matin, ma mère a appelé 16 fois de suite. À 11h42, mon père a appelé 7 fois. À midi, Madison a envoyé un message vocal en criant que j'avais détruit sa vie. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste sauvegardé chaque message dans un dossier étiqueté preuve, puis j'ai pointé pour mon quart de travail. C'était le premier jour où je réalisais que la survie était devenue une stratégie. La confrontation a eu lieu parce que mes parents ont commis une dernière erreur. Ils sont venus à Safe Harbor Bay. Ma mère est entrée dans le hall d'entrée en portant un manteau crème et l'expression d'une femme qui s'attendait à ce que tout le monde s'écarte de son chemin. Mon père suivait derrière elle, en colère et le visage rouge, et Madison se tenait près de la porte, les bras croisés, fixant le tableau des dons comme si même les animaux abandonnés l'avaient offensé. J'étais derrière la réception pour mettre à jour les registres de médicaments quand la cloche a sonné. Pendant une seconde, mon corps a réagi avant que mon cerveau ne le fasse. Mes mains sont devenues froides. Mon estomac s'est noué. Puis je me suis souvenu de l'instruction de Monsieur Carter. Ne les rencontrez pas en privé. Je suis donc resté exactement où j'étais sous la caméra de sécurité avec 2 collègues de travail assez proches pour entendre. Claire, a dit ma mère en forçant un sourire. Nous devons parler à l'extérieur. Non. Son sourire a tressailli. C'est une affaire de famille.
Alors vous auriez dû me traiter comme de la famille. Mon père a fait un pas en avant. Ne nous embarrasse pas en public. J'ai presque ri. Il m'avait mise à la porte le jour de mon anniversaire, vendu ma voiture, détruit mon enfance, et essayé de prendre mon fonds. Mais se tenir dans le hall d'une clinique de sauvetage était apparemment là où commençait l'embarras. Ma directrice, Denise, a levé les yeux des formulaires d'admission. Tout va bien, Claire? J'ai hoché la tête. Oui, ils s'en vont. Les yeux de ma mère se sont aiguisés. Nous ne partons pas jusqu'à ce que tu répares ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Tu as appelé cet avocat. L'administrateur de grand-mère, ai-je corrigé. Il y a une différence. Madison a explosé la première. J'ai perdu mon placement scolaire à cause de toi. Je l'ai regardé alors, je l'ai vraiment regardé. Elle portait un de mes pulls à capuche, le bleu de mon ancienne chambre, celui que je pensais avoir été jeté. Quelque chose là-dedans a fait plus mal que je ne m'y attendais. Enlève ça, ai-je dit. Elle a souri d'un air suffisant. C'était dans ma chambre. C'était ma chambre. Plus maintenant. Ma mère s'est interposée entre nous comme si Madison était celle qui était blessée. Claire, ça suffit. Ta sœur n'a rien à voir avec des affaires financières d'adultes. Alors pourquoi son acompte était-il payé par le biais de documents connectés à mon fonds? Silence. Pas long, mais suffisant. Le stylo de Denise a cessé de bouger. Mon père l'a remarqué et a baissé la voix. Tu déformes les choses. J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai sorti une copie imprimée de l'avis de Monsieur Carter. Pas les parties confidentielles, juste la page déclarant que toutes les tentatives d'accès étaient gelées en attente d'examen. Je l'ai posée sur le comptoir. Je ne déforme rien. Je lis. Ma mère a arraché le papier, l'a parcouru, et son visage a perdu ses couleurs. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cet argent était censé nous aider à faire la transition. Vous voulez dire vendre ma voiture, me jeter dehors, utiliser mon fonds et appeler ça une transition? Mon père a frappé sa main sur le comptoir. Un chien a aboyé dans la pièce du fond. Denise s'est levée. Monsieur, vous devez vous calmer. Il m'a pointé du doigt. C'est notre fille. Je l'ai regardée. Pas quand j'avais besoin d'une assurance maladie. Pas quand j'avais besoin d'un endroit pour dormir. Pas quand vous avez jeté mon téléphone dans la rue. Un client assis avec une cage de transport pour chasser retourné pour fixer du regard. La voix de ma mère est tombée dans un murmure. Claire. Les gens écoutent. Bien. Ce seul mot a complètement changé son visage. Elle n'était pas triste. Elle n'avait pas honte. Elle était furieuse que j'ai arrêté de protéger sa réputation. Mon père a essayé une nouvelle approche. Celle que Monsieur Carter avait prédite. La peur. Tu penses qu'un avocat peut te sauver? Tu as 18 ans, tu es fauché, tu vis au crochet d'étrangers, tu nettoies des cages la nuit. Nous pouvons encore rendre cela plus difficile. J'ai pris mon téléphone et je l'ai posé sur le comptoir. Enregistrement à nouveau. S'il vous plaît, répétez cela. Sa bouche s'est fermée. Ma mère a attrapé son bras. Madison a semblé soudainement moins confiante. J'ai dit, je ne signe rien. Je ne vous donne pas accès. Je ne me réunis pas en privé. Chaque appel, message texte, visite, menace et tentative de faire pression sur moi est sauvegardée et transférée. La mâchoire de mon père s'est contractée comme s'il voulait dire quelque chose de violent mais s'est souvenu de la caméra. Ma mère a encore changé de tactique. Les promesses. Claire, reviens à la maison. Nous pouvons discuter de ta chambre. Nous pouvons établir des règles. Nous pouvons être raisonnables. Vous avez changé les serrures. Les gens font des erreurs. Vous avez vendu ma voiture. Nous étions sous pression. Vous avez annulé mon assurance. Tu avais 18 ans. Vous avez jeté mon acte de naissance. C'était un accident. Je l'ai regardé et toutes les années se sont réarrangées dans mon esprit. Chaque fois que je m'étais excusé juste pour garder la paix. Chaque fois que Madison avait pleuré et que j'avais perdu quelque chose. Chaque fois que ma mère avait qualifié l'équité d'égoïsme. Soudain, je n'essayais plus de la convaincre. Je la documentais. Partez,
ai-je dit. Elle s'est penchée par-dessus le comptoir et a attrapé mon poignet. Pas assez fort pour me blesser, mais assez fort pour me rappeler qui elle pensait être aux commandes. Denise s'est immédiatement interposée entre nous. Ne touchez pas à mon employé. Ma mère a lâché prise comme si elle avait été brûlée. Mon père a sifflé. Ce n'est pas fini. Non, ai-je dit, c'est enfin officiel. Ils sont partis avec Madison à la traîne derrière eux, portant toujours mon pull à capuche. 10 minutes plus tard, Monsieur Carter recevait l'enregistrement. Dès le lendemain matin, il avait déposé un avis supplémentaire concernant le harcèlement et la coercition. L'examen du fond s'est élargi. Le prêt-relais proposé lié à la vente de la maison a été mis en pause car il reposait sur des fonds attendus auxquels il n'avait plus accès. Le paiement de l'école privée de Madison a été rejeté. Le concessionnaire automobile a contacté ma mère au sujet de divergences dans les représentations de paiement liées à la vente de la voiture. Et l'histoire soigneusement polie de mes parents selon laquelle je m'étais enfui, que j'étais instable, qu'ils m'aidaient simplement à grandir a commencé à se fissurer. Pas parce que j'avais crié, mais parce qu'il s'était finalement comporté en public comme il s'était toujours comporté à la maison. La semaine suivante a été le silence le plus fort de ma vie. Mes parents n'ont cessé d'appeler, mais j'ai arrêté de répondre. Madison a publié des choses vagues sur Internet concernant des personnes jalouses bloquant les bénédictions, puis les a supprimées après que quelqu'un de notre ville a commenté « Est-ce que cela concerne ta sœur qui a été mise à la porte ?» Ethan m'a montré la capture d'écran. Et je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû, pas parce que je voulais me venger par le biais de commérages, mais parce que pour la première fois, l'histoire n'était plus seulement la leur à raconter. Ma mère avait contrôlé le récit familial pendant des années. Si Madison gagnait quelque chose, c'était parce qu'elle était talentueuse. Si je gagnais quelque chose, c'était parce que quelqu'un avait pitié de moi. Si Madison avait besoin d'argent, c'était un investissement. Si j'avais besoin d'argent, c'était un droit. Mais maintenant, il y avait des documents, des enregistrements, des témoins et un administrateur qui se moquait de voir à quel point ma mère pouvait être charmante en public. Monsieur Carter a organisé un logement temporaire par le biais du fonds, un petit studio au-dessus du garage d'une infirmière à la retraite. Il avait un matelas, 2 assiettes, une lampe de friperie, une table pliantée, plus important encore, une serrure que je contrôlais seul. La première nuit où j'y ai dormi, je n'arrêtais pas de me réveiller parce que c'était trop calme. Pas de bruit de pas devant ma porte. Pas de Madison riant à travers le mur. Pas de mère ouvrant les tiroirs pour vérifier si je cachais des collations ou de l'argent. J'ai mis le dossier de ma grand-mère dans le tiroir du haut et j'ai scotché une photo à côté du miroir. Le vieux bigle de la clinique de sauvetage avec sa tête sur ma chaussure. La preuve que quelque chose d'abandonné pouvait encore faire confiance à nouveau. Quelques jours plus tard, Monsieur Carter m'a appelé dans son bureau. Il y aura des conséquences, a-t-il dit. Je veux que vous soyez préparés. J'ai pensé qu'il parlait de moi. Il parlait d'eux. L'audit avait révélé que mes parents avaient tenté de justifier plusieurs dépenses sous le soutien à la transition de Claire, alors que je n'avais jamais reçu ce soutien. Certaines étaient des demandes qui n'avaient jamais abouti. Certaines étaient des communications qui suggéraient une intention. Le fonds lui-même avait de fortes protections, ils n'avaient donc pas pris tout ce qu'ils voulaient, mais ils avaient essayé suffisamment pour déclencher un examen formel. Leur prêt-relais s'est effondré. La vente de la maison s'est bloquée parce qu'ils avaient compté sur des fonds qu'ils ne pouvaient plus réclamer. L'accord avec le concessionnaire pour ma voiture est devenu compliqué après que j'ai fourni la preuve de mes contributions et des messages montrant que ma mère avait promis que la voiture deviendrait la mienne quand j'aurais 18 ans. Je n'ai pas récupéré la voiture par magie du jour au lendemain, mais le concessionnaire a gelé la revente pendant que la propriété et les représentations de paiement étaient examinées. Ma mère a appelé le bureau de Monsieur Carter tellement de fois que son assistante a commencé à les transférer directement sur la messagerie vocale. Puis est venu l'appel qui expliquait les 56 appels manqués. C'était un vendredi après-midi. Je venais de terminer un quart de travail et j'étais assise sur le sol de mon studio en train de manger des céréales dans une tasse parce que je n'avais pas encore acheté de bol. Mon téléphone a commencé à vibrer. Maman, papa, maman, Madison, inconnu. Papa, maman. Cela a continué jusqu'à ce que l'écran ait l'air de palpiter. 20 appels, 30, 40, 56 appels manqués à 6:10 du soir. Puis un message texte de mon père. Rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. J'ai attendu.
Un autre message texte est arrivé de ma mère. Claire, s'il te plaît. Nous devons arrêter cela avant de perdre la maison. C'était ça. Pas avant de te perdre. La maison. J'ai posé la tasse et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Ethan est passé ce soir-là et m'a trouvé assise au même endroit. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai écrit une phrase. Contactez Monsieur Carter. Ma mère a répondu en quelques secondes. Ne nous fais pas ça. J'ai regardé ces mots et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se détacher enfin. Ne nous fais pas ça. Comme si j'avais emballé le sac poubelle. Comme si j'avais changé les serrures. Comme si j'avais vendu la voiture. Comme si j'avais annulé l'assurance. Comme si j'avais fait signe à Madison depuis la fenêtre de ma chambre. Le lendemain, mes parents se sont présentés au bureau de Monsieur Carter en exigeant une réunion. Il ne l'a permise qu'en ma présence, avec Ethan dans la salle d'attente, et tout documenté. Ma mère avait l'air plus petite sans le contrôle. Mon père avait l'air plus vieux sans certitude. Madison n'était pas là. C'était nouveau. Claire, a commencé ma mère. Et pour la première fois, elle ne l'a pas dit comme un ordre. Nous avons fait des erreurs. J'ai attendu. Nous avions peur, a-t-elle continué. L'argent était serré. L'école de Madison, l'hypothèque, tout arrivait en même temps. Nous avons pensé qu'une fois que tu aurais 18 ans, tu pourrais gérer plus d'indépendance. J'ai demandé, l'indépendance nécessitait-elle un sac poubelle? Elle a tressailli. Mon père s'est frotté le visage. Je n'aurais pas dû jeter ton téléphone. Non, ai-je dit. Vous n'auriez pas dû me regarder dormir nulle part. Il a baissé les yeux. Ma mère a attrapé un mouchoir. Je ne me suis pas sentie triomphante. Cela m'a surprise. J'avais imaginé que ce moment ressemblerait à une victoire. Au lieu de cela, c'était comme se tenir dans les ruines d'une maison et réaliser que personne à l'intérieur ne savait comment reconstruire. Monsieur Carter a demandé à mes parents s'ils avaient l'intention de cesser toute pression, tout harcèlement et toute tentative d'accès au fonds. Ma mère a hésité. Mon père a répondu, oui. Et la voiture, ai-je demandé. Le visage de mon père s'est durci, mais ma mère a touché son bras. Nous coopérons avec l'examen. Et mes documents? Nous retournerons tout ce que nous avons. Et ma chambre? Ma mère a eu l'air confuse. Ta chambre? J'ai hoché la tête. Pas parce que je veux la récupérer, parce que je veux vous entendre le dire. Sa bouche a tremblé. Nous l'avons donnée à Madison. Avant ou après m'avoir jeté à la rue? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Je me suis levé à ce moment-là. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne veux pas de vos règles. Je ne veux pas des excuses de Madison écrites par vous. Je ne veux pas être racheté avec le même argent que vous avez essayé de prendre. Je veux une distance légale, mes documents, de la coopération et aucun contact privé. Mon père a levé les yeux brusquement. Donc, c'est ça? Tu coupes les ponts avec ta famille. Je l'ai regardé et l'ancienne Claire, celle qui aurait expliqué, supplié, adouci chaque vérité dure, était partie. Non, j'accepte que vous ayez coupé les ponts en premier. Je refuse juste de ramper pour revenir par la porte que vous avez verrouillée. Ma mère s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. Pendant 18 ans, ces larmes avaient été des instructions. Cette fois, ce n'était que des larmes. Un an plus tard, je me souviens encore du son de la serrure qui a cliqué derrière moi le jour de mon anniversaire de 18 ans. Je me souviens du banc de la gare routière, du sac poubelle, du plancher froid de la voiture d'Ethan, du vieux Bigle pressant sa tête contre ma chaussure, et de la façon dont le visage de ma mère a changé quand elle a réalisé que je l'avais enregistré. Mais je me souviens aussi du premier reçu de loyer à mon nom. Je me souviens de la première fois que ma nouvelle carte d'assurance maladie est arrivée par la poste. Je me souviens d'avoir acheté mon propre ensemble de bols et d'avoir ri parce que quelque chose d'aussi petit ressemblait à une victoire. Le fonds ne m'a pas transformé en millionnaire du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Il a payé pour la stabilité. Le logement, les cours au collège communautaire, la couverture médicale,
les frais juridiques et un programme de certification en gestion des dossiers vétérinaires. Safarborp m'a promu d'assistante de chenil de nuit à coordinatrice d'admission parce que j'étais douée pour suivre des détails que personne d'autre ne remarquait. Peut-être que cela venait du traumatisme. Peut-être que cela venait du fait d'avoir survécu à des gens qui mentaient si souvent que j'avais appris à aimer la paperasse. D'une manière ou d'une autre, j'ai construit une vie à partir des compétences exactes que ma famille pensait rendre difficiles. Mes parents ont finalement perdu la maison, mais pas parce que je l'ai prise. Ils l'ont perdue parce que le prêt qu'ils attendaient s'est effondré. La vente qu'ils ont précipitée est devenue compliquée, et l'argent qu'ils pensaient pouvoir contrôler ne leur a jamais appartenu. Ils ont déménagé dans une location de l'autre côté de la ville. Ma mère a cessé d'assister à certains événements communautaires après que les gens en ont appris assez pour poser des questions inconfortables. Mon père a pris un travail supplémentaire et, selon un message d'un ancien voisin, a blâmé tout le monde sauf lui-même pendant des mois. Madison a changé d'école après que son placement privé a échoué. Elle m'a envoyé un message 6 mois plus tard. Je ne savais pas tout. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu, tu en savais assez pour faire signe de la main depuis ma fenêtre. Elle n'a jamais répondu. Peut-être qu'un jour elle comprendra. Peut-être pas. Le pardon n'est pas une porte que les gens ont le droit d'ouvrir à coups de pied chaque fois que la culpabilité devient lourde. Quant à mes parents, ils ont essayé différentes façons de me joindre. Cartes d'anniversaire, courriers électroniques, messages par l'intermédiaire de parents. Ma mère a écrit, nous voulons retrouver notre famille. J'ai failli répondre, quelle famille? Au lieu de cela, je l'ai transféré à Monsieur Carter et j'ai continué à vivre. Le plus dur n'a pas été de les perdre. Le plus dur a été d'admettre que je les perdais depuis des années et que j'appelais cela de l'amour parce que je ne savais pas comment l'appeler autrement. La vraie famille n'est pas la personne qui partage votre nom de famille tout en vidant votre compte bancaire. Ce n'est pas le parent qui dit adulte légal quand il veut dire n'est plus utile. Ce n'est pas le frère ou la sœur qui prend votre chambre et appelle cela le destin. La vraie famille est l'ami qui vient vous chercher à une gare routière sans vous faire vous sentir sale. C'est le directeur qui dit à votre mère de ne pas vous toucher. C'est l'avocat qui croit vos papiers avant vos larmes. C'est le chien qui a toutes les raisons de mordre mais choisit de faire confiance à votre main de toute façon. Le jour de l'anniversaire de cette date, je me suis acheté un petit gâteau. Pas un gâteau sophistiqué, juste à la vanille avec un glaçage bleu de l'épicerie. Je l'ai emporté à la clinique de sauvetage après mon quart de travail, j'ai coupé des parts pour le personnel et j'ai gardé un morceau pour moi. Ethan m'a demandé si je voulais faire un vœu. J'ai regardé la bougie et j'ai pensé à la fille sur le trottoir tenant un sac poubelle pendant que sa sœur souriait de la fenêtre. J'ai souhaité pouvoir retourner en arrière et lui dire que la pire nuit de sa vie ne serait pas la fin de son histoire. Ce serait la première page qu'elle écrirait sans demander la permission. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder. C'était ma mère. Claire, je sais que nous t'avons blessé. J'aurais aimé faire les choses différemment. Pour une fois, il n'y avait aucune exigence, aucune menace, aucune mention d'argent, aucun appelle-moi maintenant. Juste une phrase qui est arrivée un an trop tard. Je ne l'ai pas bloquée immédiatement. Je l'ai laissé là pendant que je lavais la vaisselle, nourrissais le beagle, oui, je l'ai adopté, et verrouillé ma propre porte d'entrée. Puis j'ai tapé, j'espère que vous le pensez vraiment. J'espère aussi que vous comprenez que le regret n'est pas une réparation. Je l'ai envoyé, j'ai bloqué le numéro, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Les gens pensent que la vengeance doit être bruyante. Ils imaginent des cris, des humiliations, un effondrement public. Mais parfois, la vengeance est un appartement silencieux d'où personne ne peut vous jeter. Parfois, c'est un compte bancaire avec seulement votre nom dessus. Parfois, c'est refuser de céder votre avenir simplement parce que les personnes qui vous ont blessé ont enfin peur des conséquences. Ma mère a paniqué 2 semaines après m'avoir jeté à la rue parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas jeté une enfant sans défense. Elle avait jeté la seule personne dans cette maison qui avait encore des preuves, de la mémoire, et assez de courage pour franchir la porte du bureau d'un avocat. Et s'il y a une leçon que j'espère que les gens tireront de mon histoire, c'est celle-ci. Être abandonné ne signifie pas que vous êtes sans valeur. Parfois, cela signifie que vous étiez entouré de personnes qui ont profité de vous, sans jamais connaître votre valeur.
Le jour où j'ai arrêté de les supplier de me choisir a été le jour où je me suis enfin choisi moi-même. Alors dites-moi honnêtement, si votre propre famille vous enfermait dehors, prenez ce qui vous appartenait, et ne revenez que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, leur pardonneriez-vous, ou partiriez-vous comme je l'ai fait? Chaque histoire que nous partageons est créée dans le but de fournir à la fois du divertissement et un message significatif. Cette vidéo est complètement fictive et a été réalisée uniquement pour la narration et la valeur éducative. Nous espérons qu'elle rappellera aux spectateurs que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre après que des gens ont essayé de vous briser.